L'an 800, quelque part en Europe. Un roi barbu, couronné depuis quelques heures à peine dans une basilique romaine, se croit le maître du monde connu. Il règne sur un territoire vaste et froid, peuplé de paysans qui meurent à 40 ans, d'une noblesse analphabète qui signe ses décrets avec une croix, et de villes qui ressemblent davantage à des campements fortifiés qu'à des centres de civilisation. Ce roi s'appelle Charlemagne, et dans les chroniques européennes, on l'appellera le père de l'Occident. Mais ce que ces mêmes chroniques omettent presque toujours de mentionner, c'est que Charlemagne lui-même savait parfaitement où se trouvait le vrai centre du monde. Et ce n'était pas chez lui. À des milliers de kilomètres à l'est, au bord du Tigre, s'élevait une ville que les contemporains décrivaient comme quelque chose d'impossible. Une cité circulaire, planifiée à la règle et au compas, dont les minarets perçaient un ciel perpétuellement chargé de l'odeur des épices, de l'encre fraîche et de l'or fondu. Une métropole d'1 million d'habitants, à une époque où Londres n'en comptait pas 10 000. Des bibliothèques qui renfermaient plus de livres que le reste du monde réuni. Des hôpitaux qui soignaient les patients avec des méthodes que l'Europe ne découvrirait pas avant 6 siècles. La ville ronde. L'ombilique du monde. Et au cœur de cette ville, dans un palais dont les dômes verts reflétaient le soleil comme des émeraudes géantes, vivait un homme dont le nom résonnait de Pékin à Cordoue. Les marchands prononçaient son nom avec révérence sur les routes de la soie. Les empereurs byzantins dormaient mal quand ces généraux s'agitaient aux frontières. Charlemagne lui envoyait des ambassades chargées de cadeaux, comme un vassal cherchant à plaire à son suzerain, et l'autre lui renvoyait, entre autres présents, un éléphant blanc. Parce qu'il pouvait se le permettre. Son nom était Haroun al-Rachid, commandeur des croyants, calife de l'islam, et de facto, l'homme le plus puissant de la terre. Mais voilà ce qui est étrange. Cet homme qui régnait sur le plus grand empire de son époque, qui finançait une révolution intellectuelle, capable de changer le destin de l'humanité, qui inspirera des siècles plus tard les contes des 1001 nuits. Cet homme est quasiment absent des manuels scolaires occidentaux. On apprend Charlemagne. On apprend les croisades. On apprend la féodalité et ses châteaux de pierre froide. Mais Haroun, le calife qui dominait le monde pendant que l'Europe survivait à peine, on l'effleure à peine, comme si son existence dérangeait une certaine version de l'histoire qu'on préfère raconter. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une histoire confortable. C'est l'histoire d'un homme, né dans le sang d'une cour où les fils tuaient leurs frères pour régner, d'un souverain qui pouvait commander la mort d'un ami de toute une vie d'un simple geste de la main, d'un bâtisseur de civilisation qui portait aussi en lui les germes de sa propre destruction. C'est l'histoire du moment où le monde bascula, où la connaissance humaine faillit disparaître et fut sauvée par une décision prise dans un palais de Bagdad. Et c'est surtout l'histoire de ce que nous avons décidé d'oublier, et pourquoi cet oubli dit tout sur la façon dont nous racontons encore aujourd'hui qui a le droit d'avoir une histoire. Il existe une image que l'histoire officielle préfère ne pas trop montrer. Pendant que les chroniqueurs européens du IXe siècle décrivaient avec fierté les palais de Charlemagne, des bâtiments en bois et en torchis pour la plupart, chauffés par des foyers qui enfumaient plus qu'ils ne réchauffaient, à l'autre bout du monde connu, un homme recevait ses ambassadeurs dans une salle dont les murs étaient recouverts d'or pur, où des automates mécaniques en forme d'arbre faisaient chanter des oiseaux artificiels à chaque nouvelle entrée. Pas une légende, pas une exagération de poète. Des sources byzantines, chinoises et abbassides concordantes décrivent la même réalité avec une précision qui coupe le souffle. Ce n'est pas une question d'Orient mystérieux ou d'Occident humble. C'est une question de deux mondes qui n'étaient tout simplement pas à la même époque. L'Europe de l'an 800,
soyons honnêtes, c'était le chaos organisé. Pas le chaos romanesque des films avec des chevaliers brillants et des cathédrales majestueuses. Ça, c'est 4 siècles plus tard. Non, l'Europe carolingienne, c'était la variole et la famine comme compagnons permanents. Une espérance de vie de 35 ans pour ceux qui survivaient à l'enfance, et une aristocratie dont la principale activité intellectuelle consistait à se rappeler comment épeler son propre nom. Les routes romaines s'effondraient, envahies par les mauvaises herbes et l'oubli. Les techniques agricoles régressaient. Les villes romaines jadis florissantes comme Lyon ou Trèves avaient perdu 80% de leur population en 3 siècles. Ce que nous appelons pompeusement le Haut Moyen-Âge était, pour ceux qui le vivaient, une longue catastrophe à ciel ouvert. Maintenant faites le voyage. Pas loin sur la carte, quelques semaines de navigation, quelques mois de caravane, vous arrivez à Bagdad. Et là, quelque chose se passe dans votre cerveau qui ne ressemble à rien de ce que vous avez connu. Des rues dallées de pierre, des fontaines qui coulent en permanence grâce à un réseau hydraulique d'une complexité ingénieure. Des marchés où se négocient la soie chinoise, le poivre indien, l'ivoire africain et le verre vénitien dans la même journée, dans la même rue. Des maisons à plusieurs étages avec des cours intérieures et des jardins irrigués. Et partout, partout, des gens qui lisent, qui discutent, qui débattent de philosophie, de médecine, de mathématiques, d'astronomie, avec la désinvolture de quelqu'un qui parle de la pluie et du beau temps. Bagdad, à cette époque, comptait environ 1 million d'habitants. C'était la ville la plus peuplée du monde occidental connu, et probablement la 2e ou 3e au monde entier, après Chang'an en Chine. 1 million d'âmes, dans un monde où Paris n'en avait pas 20 000. Et cet empire, parce que Bagdad n'était pas seule, elle était le cœur battant d'un empire qui s'étendait de l'Espagne andalouse aux frontières de l'Inde, cet empire produisait quelque chose que l'Europe ne comprenait même pas encore qu'elle désirait. De la connaissance systématique, appliquée, obsessionnelle. Pas de la théologie seule, pas uniquement des prières et des commentaires de textes sacrés. De la vraie connaissance, construite pierre par pierre, génération après génération. Des médecins qui pratiquaient des opérations de la cataracte avec des instruments de précision. Des mathématiciens qui manipulaient des concepts que les Grecs avaient effleurés, mais jamais vraiment maîtrisés. Des astronomes qui cartographiaient le ciel avec une exactitude qui ne serait dépassée en Europe qu'au XVIe siècle. Des chimistes, ils s'appelaient alchimistes, mais ne vous laissez pas berner par le mot, qui développaient des procédés de distillation et d'extraction que l'industrie moderne utilise encore aujourd'hui sous des noms latins qu'on a oublié d'attribuer à leurs vrais inventeurs. C'était ça, l'empire abbasside au sommet de sa puissance. Pas un désert de tentes et de chameaux, une civilisation qui avait une génération d'avance sur le reste du monde. Au sommet de tout cela, il y avait un homme. Et cet homme, c'est ici que la chose devient vraiment vertigineuse, n'était pas un symbole lointain et intouchable. Il gouvernait vraiment. Il décidait vraiment. Il se levait le matin, traversait ses jardins et prenait des décisions qui changeaient la vie de 50 millions de personnes. 50 millions. C'est le chiffre estimé de la population abbasside à son apogée. Pour comparer, l'empire de Charlemagne, dans ses meilleures estimations, en comptait peut-être 15 à 20 millions. Haroun al-Rachid ne dirigeait pas juste un empire. Il dirigeait le monde tel qu'il existait à ce moment-là. Mais voilà ce qui me fascine dans cette histoire, et ce qui va vous fasciner aussi. Haroun n'était pas censé être là. Il n'était pas l'héritier désigné. Il n'était pas le fils préféré. Il n'était pas le candidat évident. L'histoire de sa montée au califat est une histoire de sang, de trahison, de manœuvres dans l'obscurité des couloirs du pouvoir abbasside, et d'une famille de vizirs sans laquelle il n'aurait peut-être jamais régné. Et il y a un autre détail, quelque chose que la plupart des récits sur Haroun balaient sous le tapis, quelque chose qui complexifie radicalement l'image du calife sage et bienveillant des contes orientaux. Un jour,
À mi-parcours de son règne glorieux, Haroun al-Rachid va faire quelque chose d'inexplicable, quelque chose de brutal, quelque chose qui va laisser ses contemporains, et les historiens pendant des siècles, chercher une explication satisfaisante sans jamais en trouver une qui tienne complètement. Pour l'instant, comprenez ceci. Nous sommes à l'époque où le destin de la civilisation humaine est suspendu à un fil. Les textes grecs sont en train de disparaître. Le savoir antique s'efface partout, lentement, méthodiquement, sous le poids des guerres, des famines et de l'ignorance organisée. Ce qui va sauver Aristote, Euclide, Galien, Ptolémée, ce qui va préserver les fondations intellectuelles sur lesquelles la Renaissance européenne sera construite 600 ans plus tard, ce n'est pas l'Europe, c'est Bagdad, c'est l'Empire abbasside. C'est la décision d'un calife et de ses successeurs de tout traduire, de tout conserver, de tout commenter, et d'aller encore plus loin. La prochaine fois que vous entendez parler d'algèbre, le mot lui-même est arabe, ou que vous regardez le ciel et utilisez un nom d'étoile comme Aldébaran, Bételgeuse ou Rigel, vous êtes en train de tenir dans vos mains l'héritage direct de ce moment, de cet empire, de cet homme. L'histoire que vous êtes en train d'entendre n'est pas une histoire sur un endroit lointain et exotique. C'est une histoire sur la façon dont la connaissance survit quand tout pousse à sa destruction. C'est une histoire sur ce que le pouvoir fait à un homme et ce qu'un homme peut faire du pouvoir. Et c'est une histoire sur un oubli qui n'est pas accidentel, parce que les oublis de cette ampleur ne le sont jamais. Haroun al-Rachid régnait sur le monde pendant que l'Europe sombrait, et quelque part, dans la façon dont nous racontons l'histoire aujourd'hui, cette réalité dérange encore. Pour comprendre Haroun al-Rachid, il faut d'abord comprendre dans quel genre de monde il a ouvert les yeux. Pas le monde des contes, pas le palais féerique des 1001 nuits avec ses génies bienveillants et ses princes insouciants. Le vrai monde. Celui où son propre grand-père, le calife Al-Mansour, avait fondé Bagdad en faisant exécuter son principal rival au cours d'un banquet, après lui avoir fait promettre sa sécurité sur le Coran. Celui où son père, Al-Mahdi, avait accédé au pouvoir dans un bain de sang dynastique que les chroniqueurs de l'époque décrivent avec une froideur clinique qui en dit long sur la normalité de la chose. La cour abbasside n'était pas un endroit où les faibles survivaient. C'était un environnement où chaque relation portait en elle la possibilité du couteau. Haroun naît vers l'an 763 ou 764 selon les sources, et cette imprécision elle-même est révélatrice d'une époque où la naissance d'un prince non désigné n'était pas nécessairement un événement qu'on consignait avec soin. Sa mère s'appelle Al-Khayzouran, et c'est ici que commence quelque chose d'important. Al-Khayzouran n'était pas une épouse de haute naissance issue d'une grande famille arabe. C'était une esclave affranchie, originaire du Yémen, qui avait gravi les échelons du harem avec une intelligence et une détermination que les historiens arabes médiévaux, pourtant peu enclins à admirer les femmes de pouvoir, ne peuvent s'empêcher de souligner. Elle devient la femme préférée d'Al-Mahdi, puis officiellement son épouse, et finalement l'une des femmes les plus influentes de l'histoire abbasside. Haroun est son fils, et cela, ça compte énormément. Al-Khayzouran transmet à son fils quelque chose que les princes de sang pur n'ont souvent pas. La conscience que le pouvoir ne se donne pas, il se prend, il se mérite, il se défend. Elle n'a pas grandi dans la certitude du privilège, elle a grandi dans la précarité, et elle a appris à lire les dynamiques humaines avec une précision que les fils de l'aristocratie, élevés dans la conviction de leur supériorité naturelle, ne possèdent généralement pas. Cette femme va jouer un rôle dans la trajectoire politique de son fils que peu de mères dans l'histoire ont joué de manière aussi directe et aussi décisive. Mais ça, on y reviendra. Haroun a un frère aîné. Il s'appelle Al-Hadi, et il est l'héritier désigné. Dans le système abbasside, ça voulait dire quelque chose de très précis. Al-Hadi était le prochain calife, et Haroun était le suivant dans la ligne de succession, ce qui dans la pratique signifiait qu'il était soit un allié indispensable pour son frère, soit une menace à éliminer, selon l'humeur du moment et les conseils reçus. Les deux frères grandissent ensemble, reçoivent la même éducation militaire et intellectuelle, apprennent le Coran
la jurisprudence islamique, la poésie arabe, l'art de la guerre et la du gouvernement. Mais entre eux, dès le début, il y a une tension que personne ne peut vraiment dissimuler. À 17 ans, Haroun fait quelque chose qui établit sa réputation d'une manière qu'aucun discours de cour n'aurait pu accomplir. Son père, Al-Mahdi, le nomme commandant d'une expédition militaire contre l'Empire byzantin. Pas un rôle symbolique, une vraie campagne, avec de vraies troupes, contre un vrai ennemi qui avait humilié des armées islamiques auparavant. Et Haroun, à 17 ans, gagne. Il pousse jusqu'aux portes de Constantinople, obtient un traité avantageux et rentre à Bagdad avec un surnom que son père lui donne lui-même. Al-Rachid. Celui qui marche dans la voie droite. Celui qui voit juste. À 17 ans, il est déjà quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux. Mais revenons à Al-Hadi, parce que c'est là que la mécanique dynastique abbasside montre sa vraie prise. Al-Mahdi meurt en l'an 777 dans des circonstances que les sources décrivent vaguement comme un accident de chasse, mais que plusieurs historiens ont regardé avec un scepticisme bien compréhensible. Al-Hadi devient calife, et presque immédiatement, il commence à chercher le moyen d'écarter son frère Haroun de la ligne de succession pour y placer son propre fils à la place. Ce n'est pas une manœuvre subtile. Al-Hadi convoque Haroun, lui met une pression directe pour qu'il renonce à ses droits, et quand Haroun résiste, ou plutôt quand Al-Khayzouran résiste en son nom, parce que la mer est encore dans le jeu à ce stade, la situation dégénère en crise ouverte. Al-Hadi déteste sa mère. Ce n'est pas une métaphore ou une interprétation psychologique. Les sources arabes classiques le disent explicitement. Il lui reproche de s'ingérer dans les affaires de l'État, de recevoir des fonctionnaires et des ambassadeurs en son nom propre, d'exercer une influence sur les décisions califales qui, selon lui, ne convient pas à une femme, même la mère du calife. Il la menace. Il cherche à l'isoler politiquement. Et Al-Khayzouran, qui a survécu à l'esclavage, aux intrigues du harem et à 2 décennies de cour abbasside, ne plie pas. Elle manœuvre, elle attend. En l'an 786, après à peine 1 an de règne, Al-Hadi meurt. Il avait 26 ans et était en bonne santé apparente. Les chroniques officielles parlent d'une maladie de l'estomac, foudroyante et soudaine. Les rumeurs, consignées prudemment par plusieurs historiens médiévaux, parlent d'autre chose. Certains évoquent Al-Khayzouran directement. D'autres pointent vers des servantes à ses ordres. Personne ne sait avec certitude. Ce qui est certain, c'est que le lendemain matin, Haroun al-Rachid se réveille calife à 22 ans et que sa mère est à ses côtés. Cette femme qui était née esclave venait de placer son fils sur le trône le plus puissant du monde. Appelle ça comme tu veux. Moi j'appelle ça de la stratégie à l'état pur. Et c'est ici qu'il faut s'arrêter une seconde et comprendre quelque chose de fondamental sur Haroun, quelque chose que la légende des 1001 nuits a soigneusement effacé. Cet homme n'est pas arrivé au pouvoir dans la sérénité d'un héritage évident et d'une succession ordonnée. Il est arrivé au pouvoir après une enfance à la cour la plus dangereuse du monde, après avoir failli être écarté par son frère, après être passé très probablement à travers la mort violente de ce même frère, et après avoir navigué depuis l'enfance dans un environnement où la confiance absolue était un luxe que personne ne pouvait vraiment se permettre. Ce calife qui allait régner pendant 23 ans, financer la plus grande révolution intellectuelle du Moyen Âge et projeter la puissance abbasside jusqu'aux confins du monde connu, était aussi un homme formé par la violence du palais, par la précarité du pouvoir et par la leçon fondamentale que l'Empire abbasside enseignait à tous ses princes. Tu règnes ou tu meurs.
Il n'y a pas de troisième option. Il y a une famille dont personne ne parle vraiment quand on raconte l'histoire d'Haroun al-Rachid. Une famille sans laquelle, très probablement, il n'aurait jamais régné, ou en tout cas jamais régné de la façon dont il a régné. Une famille qui a construit l'empire abbasside de l'intérieur pendant 3 générations, qui a fourni les vizirs, les généraux, les administrateurs et les stratèges qui faisaient tourner la machine pendant que les califes tenaient le sceptre. Ils s'appellent les Barmécides, et leur histoire est l'une des plus fascinantes et des plus tragiques de tout le Moyen-Âge islamique. Mais avant de parler d'eux, il faut finir de comprendre comment Haroun est devenu l'homme qui allait les utiliser, les aimer et finalement les détruire. Revenons à cette campagne militaire contre Byzance, parce qu'elle mérite qu'on s'y attarde plus longtemps qu'une simple mention. Nous sommes en l'an 778. Haroun a 15 ou 16 ans selon les sources, et son père, Al-Mahdi, décide de lui confier le commandement nominal d'une expédition vers l'Anatolie. Nominal, parce qu'en pratique, un adolescent ne commande pas seul une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. À ses côtés, comme tuteur militaire et conseiller, se trouve un homme dont le nom va devenir inséparable du sien pendant les 2 décennies suivantes. Yahya ibn Khalid al-Barmaki, un Barmécide. Et pas n'importe lequel, le patriarche de la famille, le cerveau politique, l'homme qui avait passé sa vie à construire les structures administratives de l'Empire abbasside avec la précision d'un architecte. Ce que Yahya fait pour Haroun pendant cette campagne, c'est infiniment plus que de la tutelle militaire. Il lui enseigne quelque chose que les manuels ne contiennent pas. La différence entre tenir un titre et exercer un pouvoir. Il lui montre comment lire une salle, comment évaluer la loyauté d'un officier, comment distribuer les récompenses et les punitions avec un calendrier qui maximise leur effet psychologique. Il lui enseigne que la guerre n'est pas qu'une affaire de bataille. C'est une affaire de logistique, de morale des troupes, de négociations menées en parallèle des combats, de réputation construite avant même d'arriver sur le terrain. Haroun écoute. Et Haroun applique. La campagne de 778 se conclut par un succès partiel, mais suffisant, pour qu'Al-Mahdi renouvelle l'expérience. En 782, Haroun repart vers Byzance avec une armée plus importante. Et cette fois, les résultats sont sans ambiguïté. Ses forces avancent jusqu'à Chrysopolis, sur la rive asiatique du Bosphore, à la vue directe de Constantinople. L'impératrice Irène, régente de l'Empire byzantin, envoie des émissaires. Elle accepte de payer un tribut annuel à l'Empire abbasside. C'est une humiliation diplomatique majeure pour Byzance et une victoire personnelle éclatante pour un homme de 19 ans. C'est à ce moment qu'Al-Mahdi lui donne le surnom qui va rester, Al-Rachid. Mais voilà ce qui est réellement intéressant dans ces campagnes. Haroun ne les mène pas dans un vide politique. Chaque victoire militaire est aussi une victoire dans la lutte de position qui se joue à Bagdad entre lui et son frère Al-Hadi. Chaque rapport de victoire qui arrive à la cour renforce son statut, étend son réseau de loyauté parmi les officiers militaires et affaiblit l'argument de ceux qui pensent que le calife devrait choisir Al-Hadi comme successeur exclusif. Les guerres byzantines ne sont pas seulement des guerres contre Byzance. Ce sont des arguments vivants dans un débat dynastique dont les enjeux sont la vie ou la mort. C'est dans ce contexte que la relation entre Haroun et les Barmécides prend sa pleine dimension. Yahya ibn Khalid n'est pas seulement un tuteur militaire. Il devient le gestionnaire de la montée en puissance d'Haroun à tous les niveaux. Il tisse les alliances nécessaires, identifie les opposants et les neutralise, avec des méthodes qui vont rarement jusqu'à la violence directe. Les Barmécides préféraient l'élégance de l'endettement politique, du favoritisme stratégique et de la réputation soigneusement cultivée. Quand Al-Hadi monte sur le trône et commence à manœuvrer contre Haroun, c'est encore Yahya qui orchestre la résistance, qui maintient les lignes de soutien ouvertes, qui s'assure que les personnes clés dans l'administration et l'armée restent dans le camp d'Haroun.
Et quand Al-Hadi meurt en l'an 786, et qu'Haroun devient calife à 22 ans, la première chose qu'il fait, littéralement la première décision formelle de son règne, c'est de nommer Yahya ibn Khalid comme grand vizir avec des pouvoirs quasi illimités. Il lui remet le sceau califal, ce symbole de l'autorité exécutive, et lui dit une phrase que les chroniqueurs arabes ont conservée et qui résume toute la dynamique de leur relation. « Je t'ai confié le fardeau que Dieu m'a imposé. » Ce n'est pas de la délégation administrative, c'est de la confiance absolue. C'est un homme qui dit à un autre « Tu m'as amené jusqu'ici, maintenant aide-moi à tenir ce que nous avons pris ensemble. » Les Barmécides vont gouverner l'Empire abbasside en tandem avec Haroun pendant 17 ans. Yahya et ses fils, Fadl et Jafar, forment avec le calife un triumvirat de fait qui va présider à l'âge d'or de la civilisation islamique. Fadl al-Barmaki gère les provinces orientales avec une efficacité qui génère des revenus fiscaux sans précédent. Jafar al-Barmaki, le plus brillant et le plus charismatique des fils de Yahya, devient le compagnon personnel d'Haroun, son ami intime, son interlocuteur intellectuel, l'homme avec qui le calife passe ses soirées à débattre de poésie, de philosophie et de théologie. Ils sont inséparables, au point que les mauvaises langues de la cour inventent des histoires sur leur relation. Des histoires que les chroniqueurs consignent avec la prudence caractéristique de ceux qui savent que certains sujets sont dangereux, même à décrire. Ce triumvirat, cette machine à gouverner construite sur la confiance et la compétence complémentaires, va produire quelque chose d'extraordinaire. L'Empire abbasside sous Haroun et les Barmécides n'est pas seulement riche et puissant militairement. Il devient le centre intellectuel du monde. Les traductions commencent, les savants affluent, les hôpitaux se construisent, les observatoires s'élèvent. Ce n'est pas un accident ou une conséquence naturelle de la richesse. C'est une politique délibérée, une vision partagée entre un calife formé dans les campagnes militaires et des vizirs issus d'une famille dont les ancêtres étaient des prêtres bouddhistes lettrés de Bactriane avant de se convertir à l'islam. Les Barmécides apportent avec eux une tradition de respect du savoir qui transcende les frontières religieuses. Et Haroun la finance avec les ressources d'un empire continental. Ensemble, ils fabriquent un âge d'or. Et comme tous les âges d'or, celui-ci porte déjà en lui, dès le premier jour, les germes de sa propre destruction. Ferme les yeux une seconde et essaie d'imaginer quelque chose d'impossible. Imagine une ville qui n'existe plus, dans un monde qui n'existe plus, à une époque que presque personne ne connaît vraiment. Maintenant, ouvre les yeux et écoute. Parce que ce que je vais te décrire n'est pas de la fiction. Ce sont des faits consignés par des voyageurs arabes, persans, byzantins et chinois qui ont tous dit la même chose en arrivant à Bagdad pour la première fois. Ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Pas dans leur vie, pas dans leurs rêves. Bagdad au IXe siècle était ce genre d'endroit qui redéfinit ce que tu crois possible, qui te force à réviser mentalement vers le haut ce que tu pensais être le sommet de l'accomplissement humain. La ville avait été fondée en l'an 762 par le grand-père d'Haroun, le calife Al-Mansour, avec une intention architecturale sans précédent dans l'histoire de l'urbanisme. Al-Mansour ne voulait pas agrandir une ville existante. Il voulait construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui incarnerait physiquement l'idée de l'Empire abbasside. Il fit venir des ingénieurs, des astrologues, des mathématiciens et des architectes de toutes les provinces de l'Empire. Ils choisirent un site sur la rive occidentale du Tigre, là où la convergence du fleuve et d'un réseau de canaux naturels créait des conditions logistiques idéales. Et ils construisirent une ville parfaitement circulaire. Pas approximativement circulaire, géométriquement circulaire, avec une précision qui stupéfie encore les archéologues modernes
quand ils analysent les vestiges et les descriptions. Au centre du cercle, le palais du calife avec son dôme vert, visible à des kilomètres à la ronde. Autour du palais, un anneau de bâtiments administratifs. Autour de ceux-ci, les quartiers résidentiels, organisés en secteurs selon les groupes ethniques et professionnels, comme une ville qui aurait décidé de se classer elle-même par ordre d'importance. 4. 1 million d'habitants. Répète ce chiffre dans ta tête et mesure ce qu'il signifie pour l'an 800. Byzance, la deuxième plus grande ville de l'Occident connu, en comptait peut-être 300 000. Rome, l'ancienne capitale du monde, était tombée à moins de 30 000 habitants. Une bourgade parmi les ruines de sa propre grandeur passée. Paris, la future capitale de ce qu'on appellera un jour la France, n'était qu'un bourg de quelques milliers d'âmes sur une île au milieu d'un fleuve. Bagdad, avec son million d'habitants, était dans une catégorie à part. Elle était, dans l'espace euro-méditerranéen et moyen-oriental, une anomalie de civilisation, une accélération de l'histoire qui n'aurait pas dû être possible aussi vite. Mais ce n'est pas le nombre d'habitants qui fait de Bagdad quelque chose d'unique. C'est ce que ses habitants faisaient. Les marchés de Bagdad étaient organisés par spécialité dans des rues entières dédiées à un seul commerce. Une rue des libraires, une rue des changeurs de monnaie, une rue des parfumeurs, une rue des armuriers. Ce n'était pas une organisation primitive de bazar. C'était une économie de marché sophistiquée avec des instruments financiers. Des lettres de change, des contrats à terme, des systèmes de crédit, qui permettaient à un marchand de Bagdad de financer une expédition commerciale en Chine sans transporter une seule pièce d'or. La lettre de change arabe, la souftaja, est l'ancêtre direct de ce que les marchands italiens appelleront la lettre de change au XIIIe siècle et présenteront comme leur invention. Ce n'était pas leur invention. Les soies arrivaient de Chine par la route du même nom, transitant par Samarcande et Merv, avant d'atteindre les entrepôts de Bagdad. Les épices arrivaient de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est par voie maritime, via le golfe Persique et la ville de Bassora, d'où elles remontaient par le Tigre jusqu'à la capitale. L'ivoire et l'or arrivaient d'Afrique de l'Est par des réseaux de commerce swahili qui s'étendaient jusqu'aux côtes de Tanzanie et du Mozambique. Les fourrures et l'ambre arrivaient du nord, via la Volga et les marchands slaves et scandinaves qui descendaient les fleuves d'Europe orientale jusqu'à la mer Caspienne. Bagdad était le nœud où tous ces fils commerciaux se rejoignaient. Enlève Bagdad du commerce mondial du IXe siècle et l'économie de 3 continents s'effondre. Mais voilà ce qui distingue vraiment Bagdad de n'importe quelle autre grande ville commerciale de l'histoire. La richesse n'était pas seulement accumulée, elle était investie dans quelque chose d'abstrait et de révolutionnaire, la connaissance. Les hôpitaux de Bagdad, il y en avait plusieurs, certains spécialisés par type de maladie, pratiquaient une médecine fondée sur l'observation clinique et l'expérimentation que l'Europe ne connaîtrait pas avant le XVIe siècle au minimum. Les médecins devaient passer des examens et obtenir des licences pour exercer. Il existait des visites médicales dans les prisons. Il existait des dispensaires ambulants pour les populations rurales des environs. Ce n'est pas de la mythologie orientaliste. Ce sont des faits documentés par des sources primaires en arabe, en persan et en hébreu. Les observatoires astronomiques de Bagdad produisaient des tables de calcul des positions planétaires d'une précision qui permettait une navigation maritime et une agriculture calendaire sans équivalent dans le monde contemporain. Les mathématiciens travaillaient à des problèmes d'algèbre. Le mot vient de l'arabe al-jabr, littéralement la réunion des os fracturés, une métaphore chirurgicale appliquée aux équations, que les Grecs avaient effleurées sans jamais systématiser. L'astronome Al-Fazari construisit le premier astrolabe islamique sous le règne du grand-père d'Haroun, et ses successeurs le perfectionnèrent jusqu'à en faire un instrument de mesure d'une précision que l'Europe mettrait des siècles à égaler. Et pendant tout ce temps, Haroun régnait sur cette ville, se promenait dans ses marchés déguisés selon la légende, finançait ses savants, recevait ses ambassadeurs
et se faisait apporter les rapports de ses gouverneurs de province depuis les confins d'un empire qui touchait 3 continents. Il était le calife d'une civilisation qui était en train de résoudre des problèmes que le reste du monde ne savait pas encore qu'il avait. Et quelque part dans les couloirs de ce palais à dôme vert, quelque part entre les jardins irrigués et les salles de réception recouvertes d'or, cet homme portait aussi en lui une violence, une paranoïa, une capacité à la destruction qui attendait son moment. Bagdad était la plus belle ville du monde, et son maître était un homme que personne, absolument personne, ne comprenait entièrement. Il y a une histoire qui circule sur Haroun al-Rachid, une histoire que tout le monde connaît, sans savoir vraiment si elle est vraie. Le calife, dit-on, avait l'habitude de se déguiser en marchand ou en simple voyageur et de parcourir les rues de Bagdad la nuit, incognito, pour entendre ce que ses sujets pensaient vraiment de lui et de son gouvernement. Cette image, le souverain omniscient qui descend parmi le peuple pour prendre le pouls de la réalité, est devenue l'une des images fondatrices des 1001 nuits, ce recueil de contes qui a construit la légende d'Haroun dans l'imagination mondiale, bien plus efficacement que n'importe quel traité d'histoire. Mais voilà la question que personne ne pose vraiment. Est-ce que ça s'est réellement passé? Et si oui, pourquoi un homme aussi puissant aurait-il eu besoin de se cacher pour connaître son propre empire? La réponse honnête, c'est que les historiens ne savent pas avec certitude. Les sources arabes classiques mentionnent ces promenades nocturnes, mais avec une régularité et une uniformité qui ressemblent plus à la construction d'un mythe qu'à la transcription d'événements vérifiables. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'image correspond à quelque chose de réel dans le caractère d'Haroun. Une curiosité intellectuelle insatiable, un besoin de contact avec le monde concret qui tranchait avec le cérémonial étouffant de la cour abbasside. Et peut-être une forme d'anxiété sur la loyauté de ses sujets, que même 23 ans de règne stable ne réussira jamais complètement à éteindre. L'homme qui se promenait la nuit dans Bagdad, réel ou légendaire, disait quelque chose de vrai sur la psychologie du calife. Parce que la cour d'Haroun, vue de l'intérieur, était une prison dorée d'une sophistication terrifiante. Le protocole qui entourait le calife était conçu pour le protéger et pour l'isoler en même temps, souvent sans qu'il soit possible de distinguer l'un de l'autre. Personne n'approchait Haroun sans avoir traversé plusieurs cercles de gardes, de chambellans et de fonctionnaires chargés de filtrer les demandes d'audience. Personne ne lui parlait sans avoir préalablement déposé son épée. Personne ne lui tournait le dos en quittant sa présence. La cour abbasside avait emprunté et amplifié les protocoles sassanides de l'Empire perse, qui avaient eux-mêmes été conçus pour transformer le roi en quelque chose d'à peine humain, en une présence divine accessible seulement à travers des intermédiaires. Haroun al-Rachid était le commandeur des croyants, l'ombre de Dieu sur terre. Et l'ombre de Dieu ne fait pas la queue au marché. À l'intérieur de ce protocole, la vie quotidienne du calife était d'une opulence dont nous avons du mal aujourd'hui à saisir l'échelle. Les banquets de cour mettaient en scène des centaines de plats préparés par des cuisiniers venus de toutes les provinces de l'Empire. Les musiciens et les poètes qui se produisaient devant Haroun étaient les meilleurs de leur génération, et le calife, qui avait lui-même une formation poétique solide, les jugeait avec la compétence d'un connaisseur, pas la condescendance d'un mécène ignorant. Les récompenses pour un poème particulièrement admiré pouvaient atteindre des sommes qui rendraient riche un homme pour toute sa vie. Haroun dépensait avec une générosité que ses contemporains décrivaient comme légendaire, et qui était aussi, naturellement, une forme de politique. Rien ne fidélise un poète comme la certitude que l'éloge du bon calife est une activité financièrement rentable. Mais c'est dans sa relation avec Charlemagne que la grandeur réelle d'Haroun se révèle le plus clairement, parce que cette relation nous donne une échelle de comparaison que n'importe quel auditeur moderne peut saisir immédiatement. Charlemagne et Haroun al-Rachid sont les deux seuls souverains de leur époque qui se reconnaissent mutuellement comme des égaux. Pas des alliés par nécessité tactique, des égaux, dans un monde où presque personne d'autre ne méritait ce titre. Charlemagne envoie plusieurs ambassades à Bagdad au cours des années 790 et 800. Il cherche une alliance contre Byzance,
qui est l'ennemi commun des Francs en Méditerranée et des Abbassides aux frontières orientales. Haroun répond avec une courtoisie calculée et une générosité démonstrative qui dit clairement « Je suis ton ami, et je veux que tu saches exactement à quel point je suis plus riche que toi. » Les cadeaux qu'Haroun envoie à Charlemagne sont devenus célèbres dans les chroniques franques, précisément parce qu'ils laissèrent les chroniqueurs sans mots pour les décrire adéquatement. Des tissus de soie brodés d'or que les artisans francs ne savaient pas fabriquer. Des parfums d'une sophistication que les Européens ne connaissaient que de réputation. Des jeux d'échecs en ivoire d'une finesse sculptée qui stupéfia la cour d'Aix-la-Chapelle. Et puis, le plus extraordinaire, un éléphant blanc. Un éléphant vivant, nommé Abou Labas, selon les chroniques, qui fit le voyage depuis Bagdad jusqu'en Francie et qui vécut à la cour de Charlemagne pendant plusieurs années, devenant une attraction que les nobles francs venaient voir de plusieurs jours de voyage. La cour d'Aix-la-Chapelle n'avait jamais vu d'éléphant. Haroun, lui, pouvait se permettre d'en offrir un comme on offre un présent de bienvenue. La différence de puissance entre les deux empires était littéralement visible, en chair et en os, dans la cour du roi des Francs. En retour, Charlemagne envoyait à Haroun des chevaux francs, des chiens de chasse, des étoffes de lin des Flandres et, selon certaines sources, des eunuques achetés sur les marchés d'Europe. Ces cadeaux n'étaient pas sans valeur, mais ils étaient ceux qu'on offre à un souverain puissant depuis une position légèrement inférieure, et les deux parties le savaient parfaitement. Haroun gardait les ambassadeurs francs à Bagdad pendant des mois, les faisant visiter la ville avec une minutie qui relevait autant de la démonstration de puissance que de l'hospitalité. Il voulait qu'ils rentrent chez eux avec des histoires à raconter. Il voulait que Charlemagne sache, dans le détail, ce que c'était que de gouverner Bagdad. Et Charlemagne, à en juger par la fréquence de ses ambassades et la déférence de ses lettres conservées dans les chroniques franques, avait parfaitement reçu le message. Il y a aussi une autre dimension d'Haroun que la légende des 1001 nuits présente de façon romantique, mais que la réalité rend plus complexe. Sa vie de cour incluait un harem d'une ampleur qui n'était pas seulement un symbole de statut, mais une institution politique à part entière. Les femmes du harem d'Haroun comprenaient des épouses légitimes, des concubines affranchies et des esclaves de tous les coins de l'Empire et au-delà, chacune portant avec elle des connexions familiales et tribales qui avaient leur utilité diplomatique propre. Les fils nés de ces unions étaient des pièces sur un échiquier dynastique dont Haroun voyait clairement les implications, et dont il gérait la succession avec une logique que nous allons bientôt voir se retourner contre lui d'une façon spectaculaire. Parce que le calife qui recevait des éléphants en cadeau et se promenait peut-être la nuit dans ses rues, était aussi un homme en train de programmer, sans en être pleinement conscient, la guerre civile qui allait déchirer son empire après sa mort. Pose-toi cette question une seconde. Si demain, une catastrophe effaçait toutes les universités du monde, tous les serveurs informatiques, tous les livres imprimés, toutes les bases de données scientifiques, si le savoir accumulé par l'humanité depuis 2500 ans disparaissait en une nuit, combien de temps faudrait-il pour reconstruire la civilisation telle que nous la connaissons? Des siècles probablement. Des millénaires peut-être. Parce que le savoir ne se reconstruit pas à partir de zéro. Il se reconstruit à partir de ce qui a été préservé. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la fin de l'Antiquité. Quand les bibliothèques brûlaient, quand les langues mouraient, quand les réseaux commerciaux qui permettaient la circulation des idées s'effondraient avec les empires qui les soutenaient. Le savoir grec, romain, perse, indien, tout cela était en train de disparaître. Et puis quelqu'un a décidé que ce n'était pas acceptable. Ce quelqu'un n'était pas un philosophe solitaire dans une tour d'ivoire. C'était une institution, financée par l'État le plus riche du monde, sous l'impulsion d'une dynastie qui comprenait quelque chose que la plupart des empires n'ont jamais compris. Que la connaissance est une forme de pouvoir qui ne s'épuise pas quand on la partage, mais qui se multiplie. La maison de la sagesse, Bait al-Hikma en arabe, n'est pas née du néant sous Haroun al-Rachid.
Elle a une préhistoire qui remonte aux premières décennies de l'Empire abbasside, quand les califes commencèrent à financer des traductions ponctuelles de textes grecs et persans pour des raisons pratiques. Des traités d'astronomie utiles pour calculer les calendriers religieux, des manuels de médecine utiles pour soigner les armées. Mais sous Haroun, et encore plus sous son fils Al-Mamoun, cette activité de traduction ponctuelle devient un projet d'État d'une ambition qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire humaine avant l'ère moderne. L'idée centrale était d'une simplicité radicale et d'une audace vertigineuse. Traduire en arabe tout le savoir humain disponible. Pas une sélection, pas les textes jugés utiles ou compatibles avec la théologie islamique. Tout. Aristote et Platon, Euclide et Archimède, Galien et Hippocrate, Ptolémée et ses tables astronomiques, les traités de mathématiques indiens avec leur système de numération en base 10 et leur concept révolutionnaire du zéro, les textes de philosophie perse, les épopées sanskrites, les traités d'agronomie nabatéens, tout ce que les marchands, les diplomates et les agents abbassides pouvaient trouver dans les bibliothèques de Byzance, de l'Inde, de la Perse et d'Asie centrale était acheté, copié, rapporté à Bagdad et mis entre les mains de traducteurs qui travaillaient avec une frénésie que les chroniques de l'époque décrivent comme quelque chose proche de la fièvre collective. Les traducteurs étaient rémunérés selon un système que je trouve personnellement extraordinaire pour l'époque. Au poids de l'or, équivalent au poids du manuscrit traduit. Pas au nombre de pages. Au poids. Ce qui signifiait que plus le texte était dense, complexe et précieux, plus la rémunération était élevée. C'était une politique de rémunération conçue pour attirer les meilleurs esprits disponibles et pour les inciter à s'attaquer aux textes les plus difficiles plutôt qu'aux plus faciles. Des traducteurs comme Hunayn ibn Ishaq, un chrétien nestorien qui maîtrisait le grec, le syriaque, le persan et l'arabe, devinrent des célébrités intellectuelles dont la réputation s'étendait bien au-delà des frontières de l'Empire. Hunayn seul traduisit plus d'une centaine de textes médicaux de Galien, et ses traductions étaient d'une qualité si exceptionnelle qu'elles servirent de référence pendant des siècles, y compris en Europe, où elles arrivèrent via l'Espagne islamique sous des noms latins qui effaçaient soigneusement leur origine arabe. Mais la Maison de la Sagesse n'était pas seulement une usine à traduction. C'était un lieu de production intellectuelle originale d'une fertilité qui donne le vertige. Al-Khwarizmi, le mathématicien dont le nom nous a donné le mot algorithme, une déformation latine de son nom propre, développa à Bagdad un traité sur les équations qui fonda l'algèbre comme discipline autonome. Son titre, Al-Kitab al-Muqtazar fi Hisab al-Jabr ou al-Muqabala, se traduit approximativement comme le livre abrégé sur le calcul par la complétion et la comparaison. Et le mot al-Jabr, la complétion, donna son nom à toute une branche des mathématiques que les étudiants du monde entier apprennent encore aujourd'hui sans savoir qu'ils prononcent un mot arabe chaque fois qu'ils disent algèbre. Al-Khwarizmi introduisit également en Occident le système de numération indien, les chiffres que nous appelons arabes et qui étaient en réalité indiens, arabisés et transmis à l'Europe via Bagdad. Sans ces chiffres, sans le zéro, sans la notation positionnelle, les mathématiques modernes sont impossibles. La physique est impossible. L'informatique est impossible. Ton téléphone est impossible. En astronomie, les savants de la Maison de la Sagesse ne se contentèrent pas de traduire Ptolémée. Ils le corrigèrent. Ils construisirent des observatoires, développèrent des instruments de mesure plus précis, accumulèrent des données sur les mouvements des planètes sur des décennies, et produisirent des tables astronomiques d'une exactitude qui dépassait tout ce que l'Antiquité avait accompli. Ces tables servirent de base aux navigateurs arabes qui ouvrirent les routes maritimes de l'océan Indien, et plus tard aux navigateurs européens qui s'en emparèrent au XVe siècle pour explorer le reste du monde. Quand Vasco de Gama arriva à Calicut en l'an 1498, il naviguait avec des cartes et des instruments dont la chaîne de transmission intellectuelle remontait directement aux astronomes de Bagdad. Cette histoire-là, on ne la raconte presque jamais. Si tu aimes les histoires qui changent la façon dont tu vois le monde,
et si tu es là à écouter ceci, tu en es manifestement, alors ce canal est fait pour toi. Ce que nous faisons ici, c'est exactement ça. Déterrer les histoires que l'histoire officielle a décidé de ne pas raconter. Abonne-toi, parce que ce que j'ai préparé pour les prochaines semaines est encore plus vertigineux que ce que tu entends là. En médecine, Ibn Sina, que l'Europe appellera Avicenne, synthétisera au XIe siècle tout ce que la maison de la sagesse avait accumulé depuis 2 siècles dans un traité appelé le Canon de la médecine, qui sera le manuel de référence des facultés de médecine européennes jusqu'au XVIIe siècle. 16 siècles après Galien, la médecine occidentale enseignait encore un corpus intellectuel dont le centre de gravité était à Bagdad. Ce n'est pas une anecdote. C'est la structure fondamentale de comment le savoir médical occidental a été construit. Et c'est là que je veux m'arrêter et poser la question qui me hante depuis que j'ai commencé à m'intéresser à cette période. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas cela à l'école ? Pas comme une curiosité exotique, pas comme un fait marginal dans le chapitre sur l'islam médiéval, mais comme la vérité centrale sur comment la civilisation occidentale a survécu à son propre effondrement. La réponse à cette question est inconfortable, et elle a à voir avec la façon dont les sociétés décident de qui mérite le crédit dans le grand récit de la progression humaine. Haroun al-Rachid et ses successeurs ont sauvé Aristote. Ils ont sauvé Galien. Ils ont sauvé Euclide. Et quand l'Europe a récupéré ces textes, traduits en latin depuis l'arabe, elle a eu la décence de garder les mots arabes dans les disciplines entières qu'elle ne savait pas nommer autrement. Algèbre, algorithme, alcool, alchimie, zénith, nadir, azimut, tout en effaçant progressivement de la mémoire collective les visages de ceux qui les avaient transmis. C'est un vol intellectuel d'une ampleur civilisationnelle. Et il est presque parfait. Il y a des nuits dans l'histoire qui changent tout. Des nuits où quelque chose bascule d'une façon si brutale, si définitive, qu'on peut diviser le temps en avant et en après avec la précision d'une lame. La nuit du mois de janvier de l'an 798 est une de ces nuits-là. Haroun al-Rachid, au sommet de sa puissance, après 12 ans d'un règne qui avait porté l'empire abbasside à son apogée, convoque son ami le plus proche, l'homme qui avait grandi à ses côtés, qui avait géré son empire avec une compétence sans égale, qui partageait ses soirées, ses débats, ses confidences depuis plus d'une décennie. Il le convoque. Et il le fait exécuter. Puis il fait arrêter toute sa famille. Il confisque toute leur fortune. Il fait emprisonner son père Yahya, le vieil homme qu'il avait formé, qui lui avait appris à gouverner, qui lui avait remis le sceau du califat avec une loyauté absolue pendant 12 ans. Yahya mourra en prison quelques années plus tard. Et Haroun ne viendra jamais le voir. Jafar al-Barmaki avait 37 ans. Il était le fils préféré de Yahya, le plus brillant des Barmécides, le vizir dont la réputation de compétence administrative et d'élégance intellectuelle était connue dans tout le monde islamique. Il était aussi, selon toutes les sources de l'époque, le meilleur ami d'Haroun al-Rachid. Le genre d'amitié rare entre deux hommes de pouvoir, celle qui survit aux tensions de la politique, aux jalousies de la cour, aux pressions dynastiques, et qui crée entre eux une complicité que les simples relations de service ne peuvent pas expliquer. Haroun et Jafar passaient des nuits entières à débattre de poésie et de théologie. Ils voyageaient ensemble. Selon certaines sources, Haroun avait organisé un mariage de convenance entre Jafar et sa propre sœur Abassa, précisément pour permettre à ce dernier d'être présent dans des cercles de la cour normalement réservés aux membres de la famille, tout en maintenant les apparences du protocole. Et cette nuit de janvier, Haroun fit couper la tête de cet homme. Puis il fit planter cette tête sur le pont principal de Bagdad pour que toute la ville la voie. Pourquoi ? C'est la question qui a hanté les historiens pendant 12 siècles. Et la réponse honnête, la réponse que tout historien sérieux doit avoir le courage de donner, c'est « on ne sait pas avec certitude ». Les sources arabes classiques proposent plusieurs explications, souvent contradictoires, parfois invraisemblables,
et presque toujours insuffisantes, pour justifier la brutalité et l'ampleur de ce qui s'est passé. La première explication, celle que les chroniqueurs les plus proches de la cour abbasside semblent favoriser, implique Abassa, la sœur d'Haroun. Selon cette version, Jafar et Abassa auraient transgressé les limites du mariage de convenance qui les unissait. Auraient eu une relation réelle, peut-être même des enfants cachés, et Haroun, en découvrant cette trahison qui touchait à l'honneur de sa propre famille, aurait réagi avec la violence caractéristique d'un homme de sa culture et de son époque face à ce type d'offense. C'est une bonne histoire. Elle a tous les éléments du drame humain classique. L'amour interdit, la trahison, la jalousie du frère, la punition disproportionnée. Les 1001 nuits s'en sont emparés avec enthousiasme. Le problème, c'est que presque aucun historien moderne ne la croit vraiment. Les preuves sont minces, les détails varient d'une source à l'autre, avec la fluidité caractéristique des récits construits après coup pour rationaliser une décision que personne ne comprend vraiment. Et surtout, cette explication ne rend pas compte de l'ampleur de la répression. Si Haroun avait voulu punir une transgression personnelle, il aurait exécuté Jafar. Il n'aurait pas rasé toute la famille barmécide, confisqué leur fortune colossale, emprisonné Yahya, un vieillard qui n'avait rien à voir avec une éventuelle liaison, et détruit méthodiquement tout ce qu'ils avaient construit pendant 3 générations. La deuxième explication est plus froide, et à mon sens, beaucoup plus plausible. Les barmécides étaient devenus trop puissants. Pendant 17 ans, ils avaient gouverné l'empire abbasside en tandem avec Haroun. Et au fil du temps, la ligne entre gouverner pour le calife et gouverner à sa place s'était progressivement brouillée. Yahya et ses fils avaient leur propre réseau de loyauté dans l'armée, dans l'administration provinciale, parmi les savants et les marchands. Ils distribuaient des faveurs, prenaient des décisions, accumulaient des richesses à une échelle qui commençait à ressembler dangereusement à un État dans l'État. Des fonctionnaires dans les provinces répondaient aux barmécides avant de répondre au calife. Des officiers militaires avaient été nommés par les barmécides et leur devaient leur carrière. Dans une monarchie absolue, où le pouvoir du souverain dépend de l'unicité de sa légitimité, ce genre de situation est une bombe à retardement. Il y a aussi une troisième dimension que les historiens mentionnent moins souvent, mais qui me semble cruciale pour comprendre la psychologie d'Haroun dans ce moment précis. En l'an 797 et 798, l'Empire abbasside traversait une période de troubles intérieurs. Des révoltes en Perse, des tensions tribales en Arabie, des problèmes fiscaux dans plusieurs provinces. Haroun, qui vieillissait et qui commençait à penser à sa succession, avait besoin d'affirmer son autorité personnelle d'une façon qui ne laisse aucun doute sur qui commandait réellement. Détruire la famille la plus puissante de l'Empire en une seule nuit était, d'un point de vue politique pur, un message envoyé à tous les autres acteurs du système. Personne n'est indispensable. Personne n'est à l'abri. Le calife peut tout reprendre en une nuit. Ce qui me trouble le plus dans cette affaire, ce n'est pas la décision elle-même. Aussi brutale qu'elle soit, elle s'inscrit dans une logique de pouvoir absolu qui a ses propres règles froides et cohérentes. Ce qui me trouble, c'est ce que les chroniques rapportent sur le comportement d'Haroun dans les semaines et les mois qui suivirent. Plusieurs sources décrivent un calife qui semblait hanté par ce qu'il avait fait, qui se réveillait la nuit, qui murmurait le nom de Jafar dans ses moments de faiblesse, qui refusa pendant un temps de recevoir des visiteurs ou de tenir sa cour normale. Ce n'est pas le portrait d'un homme qui a fait ce qu'il fallait faire avec la sérénité du stratège. C'est le portrait d'un homme qui savait qu'il venait de détruire quelque chose d'irremplaçable et qui vivait avec ce poids. Parce que voilà ce qu'Haroun avait vraiment détruit cette nuit-là, au-delà de Jafar et de sa famille. Il avait détruit le système administratif le plus efficace que l'Empire abbasside ait jamais connu. Les barmécides ne gouvernaient pas seulement par la loyauté et la compétence. Ils gouvernaient par une philosophie, une approche du pouvoir qui privilégiait l'efficacité sur l'idéologie,
la compétence sur l'origine ethnique ou religieuse, la stabilité à long terme sur les gains à court terme. Après leur chute, aucun vizir ne parvint jamais à reconstruire un appareil administratif comparable. L'empire abbasside continua à exister et même à prospérer par moments, mais il ne retrouva jamais tout à fait l'efficacité organisationnelle des années barmécides. Haroun al-Rachid, dans un accès de paranoïa ou de calcul politique, personne ne le saura jamais vraiment, avait tué non seulement son meilleur ami, mais aussi la meilleure version de son propre empire. Il existe une catégorie particulière d'erreurs humaines, celles que l'on commet non pas par ignorance ou par impulsivité, mais en pleine conscience, avec une logique apparente qui rend la catastrophe finale encore plus difficile à comprendre. Haroun al-Rachid, l'homme qui avait survécu aux intrigues de la cour abbasside depuis l'enfance, qui avait manœuvré dans l'un des environnements politiques les plus dangereux du monde connu, qui avait gouverné pendant plus de 2 décennies un empire d'une complexité administrative vertigineuse, cet homme prit à la fin de son règne une décision dynastique dont il ne pouvait pas ignorer les conséquences probables. Il divisa son empire entre ses fils. Et en le divisant, il alluma une mèche dont l'explosion allait dévorer tout ce qu'il avait construit. Haroun avait plusieurs fils, mais 2 dominaient sa pensée en matière de succession. Le premier s'appelait Muhammad al-Amin, né d'une mère arabe de haute naissance, Zubayda, petite-fille du calife fondateur Al-Mansour. Al-Amin était l'héritier légitime par toutes les conventions de la succession abbasside. Sa mère était la grande dame de la cour, son lignage arabe était impeccable, et il avait été désigné comme successeur depuis l'enfance dans les cérémonies publiques qui liaient les grands de l'Empire par serment de fidélité. Le deuxième s'appelait Abdallah al-Mamoun, né d'une concubine perse, intellectuellement brillant, militairement capable et soutenu par les réseaux persans de l'Est de l'Empire qui voyaient en lui l'un des leurs. 2 fils, 2 mères, 2 blocs de pouvoir, 2 visions de ce que l'Empire abbasside devait être. En l'an 792, Haroun formula un plan de succession que les historiens ont depuis lors analysé avec un mélange d'admiration pour sa sophistication apparente et d'incrédulité devant son irréalisme fondamental. Al-Amin hériterait du califat et du cœur de l'Empire, l'Irak, la Syrie, l'Arabie. Al-Mamoun hériterait du gouvernement des provinces orientales, le Khorasan, la Perse, les territoires jusqu'aux frontières de l'Inde. En théorie, les 2 frères gouverneraient en tandem, chacun dans sa sphère, reconnaissant la suprématie nominale d'Al-Amin comme calife. Haroun alla même jusqu'à faire inscrire ce pacte sur des parchemins accrochés à l'intérieur de la Kaaba à la Mecque, le lieu le plus sacré de l'islam, pour que le serment soit irrévocable devant Dieu et devant les hommes. Il croyait peut-être vraiment que la sainteté du lieu suffirait à tenir ses fils ensemble après sa mort. C'était une illusion. Pas parce qu'Al-Amin et Al-Mamoun étaient des monstres sans foi ni loi, mais parce que la logique du pouvoir absolu ne laisse pas de place pour la coexistence stable de 2 centres d'autorité au sein d'un même empire. Chaque conseiller, chaque général, chaque gouverneur de province était forcé de choisir son camp, de calculer où se trouvait l'avenir, d'investir sa loyauté en conséquence. Et les conseillers d'Al-Amin à Bagdad, conscients que leur influence dépendait de son pouvoir exclusif, commencèrent presque immédiatement à lui souffler à l'oreille que l'accord était injuste, que les provinces orientales représentaient une part trop grande des ressources de l'Empire, qu'Al-Mamoun accumulait trop de pouvoir personnel dans son fief de Merv. La mèche brûlait. Haroun était encore vivant, et elle brûlait déjà. Parce que Haroun, dans les dernières années de son règne, n'était plus l'homme vigoureux des campagnes byzantines ou des premières décennies à Bagdad. Il souffrait d'une maladie chronique. Les sources arabes parlent de douleurs abdominales sévères et récurrentes que les médecins de la cour ne parvenaient pas à soulager durablement. Il vieillissait visiblement, et ceux qui l'approchaient dans ces dernières années décrivent un homme dont l'énergie s'était considérablement réduite.
dont les accès de colère étaient devenus plus fréquents et moins prévisibles, et dont la méfiance envers son entourage avait atteint des niveaux qui paralysaient parfois la prise de décision. La chute des Barmécides avait laissé un vide administratif que personne n'avait vraiment comblé, et Haroun gouvernait depuis lors avec une série de vizirs moins compétents et moins loyaux qui ne lui offraient pas la même qualité de conseil. En l'an 806, une révolte éclate au Khorasan, menée par un chef local du nom de Rafi ibn al-Layth. Ce n'est pas la première révolte qu'Haroun ait eu à gérer. L'empire abbasside était trop vaste et trop divers pour ne pas produire régulièrement des insurrections périphériques. Mais celle-ci est différente, parce qu'elle se produit dans la zone d'influence d'Al-Mamoun et parce que la façon dont elle est gérée, ou plutôt mal gérée, révèle les fractures profondes qui lézardent désormais la structure de commandement de l'Empire. Haroun décide de mener lui-même la campagne de répression. C'est sa dernière grande décision militaire, et elle dit quelque chose de poignant sur l'homme qu'il était resté malgré la maladie et le temps. Un calife qui croyait encore que sa présence personnelle sur le terrain pouvait changer la dynamique d'une situation. Il quitte Bagdad en l'an 809. Il sait qu'il est malade. Ses médecins lui ont probablement dit qu'il ne devrait pas voyager. Il part quand même, avec une armée, vers l'est, vers le Khorasan, vers la révolte qu'il veut écraser de sa propre main. Quelque part sur la route, à Tus, une ville de Perse qui se trouve aujourd'hui dans l'Iran moderne, son corps lâche. Il meurt en mars de l'an 809, à 45 ans selon les estimations les plus communes, loin de Bagdad, loin de son palais à dôme vert, loin des jardins irrigués et des soirées de poésie avec des amis dont la plupart étaient déjà morts ou brisés avant lui. Il est enterré à Tus, dans un tombeau qui sera plus tard un lieu de pèlerinage et qui connaîtra ses propres révolutions et destructions dans les siècles suivants. Et exactement comme il l'avait craint, exactement comme n'importe quel observateur lucide aurait pu le prévoir, la guerre fratricide éclata presque immédiatement après sa mort. Al-Amin, conseillé par son entourage bagdadien, qui voyait dans Al-Mamoun une menace existentielle, rompit unilatéralement le pacte de Haroun et désigna son propre fils comme successeur, excluant Al-Mamoun de la ligne de succession. Al-Mamoun, depuis Merv, refusa de reconnaître cette décision et mobilisa les armées de l'Est. Ce qui suivit fut une guerre civile de 4 ans, la 4e fitna de l'islam selon les historiens, qui ravagea l'Irak, assiégea Bagdad pendant des mois et se termina par la mort d'Al-Amin, exécuté par les soldats d'Al-Mamoun en l'an 813, et l'avènement d'un nouveau calife dans une capitale dont les faubourgs portaient encore les traces des combats. Haroun avait passé 23 ans à construire. Il avait fallu 4 ans après sa mort pour que ses fils réduisent en cendres une partie significative de ce qu'il avait bâti. Ce n'est pas une métaphore. Bagdad brûla réellement pendant le siège. Des quartiers entiers furent détruits. Des bibliothèques disparurent. Des réseaux commerciaux se rompirent. L'empire abbasside survécut. Et Al-Mamoun fut dans certains domaines un calife encore plus remarquable intellectuellement que son père. C'est sous lui que la maison de la sagesse atteignit son plein développement. Mais quelque chose s'était brisé dans la confiance qui faisait tenir ensemble les 50 millions d'habitants de cet empire. Et cette fissure ne se referma jamais complètement. Voici un exercice que je te propose. La prochaine fois que tu utilises un téléphone pour faire un calcul, rappelle-toi que le système de numération que ce téléphone utilise, les chiffres de 0 à 9, la notation positionnelle, le concept du zéro comme valeur en soi, est arrivé en Europe via des traducteurs arabes qui travaillaient dans la tradition intellectuelle fondée à Bagdad sous les Abbassides. La prochaine fois que tu entends le mot algèbre, ou algorithme, ou zénith, ou nadir, ou alcool, ou alchimie, ou azimut, chacun de ces mots est un fossile linguistique, un fragment de l'arabe enquisté dans les langues européennes à l'endroit précis où l'Europe ne savait pas comment nommer ce qu'elle avait reçu, sans savoir comment le formuler elle-même. Ces mots sont des cicatrices d'une transmission.
Et cette transmission a un visage, un nom, une capitale et une époque. Elle s'appelle l'âge abbasside. Elle vivait à Bagdad et Haroun al-Rachid en était le souverain. Mais avant de parler de ce qu'il a laissé, il faut parler de ce qu'on a décidé de faire de ce legs. Parce que l'histoire du savoir transmis par Bagdad à l'Europe n'est pas une histoire de gratitude et de reconnaissance. C'est une histoire de réappropriation silencieuse, de traduction des traductions, de latinisation des noms arabes jusqu'à les rendre méconnaissables, et de construction progressive d'un récit où l'Europe serait la continuatrice naturelle et directe de la Grèce antique, comme si les 6 siècles pendant lesquels c'est Bagdad qui avait gardé, commenté, corrigé et amplifié le savoir grec n'avaient pas vraiment existé. Quand les universités européennes du XIIe et du XIIIe siècle redécouvrent Aristote, ils le redécouvrent via des traductions latines faites à partir de traductions arabes, avec des commentaires d'Ibn Rushd, que l'Europe appelle Averroès, qui sont souvent plus pénétrants que les commentaires européens ultérieurs. Mais dans les manuels d'histoire de la philosophie occidentale, Ibn Rushd est une note de bas de page. Aristote est le héros. La chaîne de transmission est invisible. Ce n'est pas un accident. Ce n'est jamais un accident quand une civilisation efface systématiquement les intermédiaires qui l'ont nourrie. C'est une décision, consciente ou non, sur comment on veut raconter sa propre histoire. Et je ne dis pas ça pour distribuer des culpabilités, ou pour réécrire l'histoire en inversant simplement les rôles. Je le dis parce que comprendre comment ce mécanisme fonctionne est exactement aussi important aujourd'hui qu'il l'était au XIIe siècle. Les récits de civilisation ne sont jamais innocents. Ils servent toujours quelque chose. Et la question que l'histoire d'Haroun al-Rachid nous force à poser est simple et inconfortable. Au service de quoi sert le récit que tu as appris? Revenons à Haroun lui-même, parce que son héritage personnel est plus ambigu et plus riche que la simple question de la transmission du savoir. Cet homme a régné 23 ans sur l'empire le plus puissant du monde et a laissé derrière lui une image paradoxale qui résiste à toute simplification. Il a financé une révolution intellectuelle qui a changé le destin de l'humanité, et il a fait exécuter son meilleur ami. Il a reçu des ambassadeurs du monde entier avec une générosité et une sophistication qui stupéfiaient ses contemporains, et il a planté la tête de Jafar al-Barmaki sur le pont principal de sa capitale. Il a construit un appareil administratif d'une efficacité remarquable pendant 17 ans, et il l'a détruit en une nuit. Il a légué à ses successeurs un empire à son apogée, et il a programmé en même temps la guerre civile qui allait le dévaster. Comment appelles-tu quelqu'un comme ça? La réponse facile, celle qu'on donne quand on veut clore une conversation sans vraiment l'avoir eue, c'est de dire « il était complexe, il était à la fois brillant et brutal, il était un homme de son temps ». Cette réponse est vraie, et elle ne dit rien. Elle anesthésie la question au lieu d'y répondre. Ce qui est plus honnête, c'est de reconnaître qu'Haroun al-Rachid était exactement ce que le système qu'il a produit était conçu pour produire. Un homme capable de la plus grande vision et de la plus grande destruction, souvent dans le même mouvement, souvent pour les mêmes raisons. La cour abbasside fabriquait des califes qui savaient que le pouvoir absolu se maintient par la démonstration périodique de sa capacité à détruire. Haroun avait appris cette leçon depuis l'enfance. Il l'avait appliquée avec une cohérence terrible. Et il avait vécu avec les conséquences d'une façon qui suggère qu'il n'en était pas indemne. Il y a un fil invisible qui court de Bagdad en l'an 800 jusqu'à des endroits et des moments que tu n'aurais pas attendus. Les mathématiciens de la Maison de la Sagesse qui travaillèrent sur les équations du second degré posèrent les fondations théoriques sans lesquelles la physique newtonienne est impossible. Newton sans Al-Khwarizmi, c'est un édifice sans fondation. La physique newtonienne sans Newton, c'est la révolution industrielle qui ne se produit pas ou qui se produit avec 2 siècles de retard. La révolution industrielle avec 2 siècles de retard,
C'est une carte du monde du XXe siècle, méconnaissable. Et tout en haut de cette chaîne de conséquences, il y a un calife à Bagdad qui décida qu'il fallait tout traduire, tout conserver, tout amplifier. L'histoire ne se déroule jamais en ligne droite. Mais certains nœuds dans le réseau des causes et des effets sont plus importants que d'autres. Bagdad sous Haroun était un de ces nœuds. En l'an 1948, quand les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme cherchaient des précédents historiques pour ancrer le concept de dignité humaine universelle dans une tradition plus large que la seule philosophie des Lumières européennes, certains d'entre eux se tournèrent vers des textes islamiques médiévaux qui articulaient des principes de protection de la personne humaine avec une sophistication que l'Europe du Moyen-Âge n'avait pas atteinte. Ces textes avaient été produits dans les cercles intellectuels que l'Empire abbasside avait rendus possibles, dans les bibliothèques que la richesse de Bagdad avait financées, dans les débats que des hommes comme Jafar al-Barmaki avaient animés pendant des soirées que les chroniques décrivent comme des sommets de l'intelligence humaine en conversation avec elle-même. Ce n'est pas une ligne droite, mais ce n'est pas non plus une coïncidence. Alors, était-ce un héros ou un monstre ? Je te disais au début que la réponse facile est de dire les deux, et que la réponse honnête est plus inconfortable que ça. Voilà ce que je crois vraiment. Haroun al-Rachid était un homme qui a eu entre les mains plus de pouvoir que presque n'importe quel être humain dans l'histoire, et qui en a fait quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'horrible, souvent simultanément, avec une conscience partielle de l'un et de l'autre. Ce qui le rend intéressant n'est pas sa grandeur ou sa brutalité prises séparément, c'est l'impossibilité de les séparer. La même formation qui lui a donné la vision intellectuelle pour financer la Maison de la Sagesse, lui a donné la paranoïa pour détruire les Barmécides. Le même empire qui produisait Al-Khwarizmi et ses équations, produisait aussi des nuits comme celle de janvier 798. La grandeur et la violence ne venaient pas de deux hommes différents qui coexistaient dans le même corps. Elles venaient du même homme, formé par le même système, appliquant la même logique à des problèmes différents. Ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, et c'est sur ça que je veux te laisser, ce n'est pas ce qu'Haroun a fait. C'est à quel point ce qu'il a fait est reconnaissable. Un système qui concentre une richesse et une puissance obscènes dans les mains d'un seul homme. Des institutions intellectuelles brillantes, financées par ce même pouvoir concentré, avec tout ce que ça implique de dépendance et de fragilité. Des loyautés achetées et des trahisons inévitables. Des successions mal préparées qui transforment les empires en guerre civile. Haroun al-Rachid est mort il y a 12 siècles, dans une ville perse, en route vers une révolte qu'il n'a jamais réussi à réprimer. Mais les mécanismes qui ont fait son règne, qui l'ont rendu grand et qui l'ont brisé, ces mécanismes-là ne sont pas restés enterrés avec lui à Tus. Regarde autour de toi.